Bonjour. Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Uruguay. Vous êtes la Résistance et on est avec le philosophe des Gilets jaunes, Mehdi Belhaj-Kassem, et on va parler de John Zerzan et des anarcho-primitivistes. Qu'est-ce que c'est? Et on va peut-être même parler du film Into the Wild et du film Fight Club. Bonjour citoyen. Bonjour. Merci de ton temps. Merci de partager tes connaissances avec nous, ton savoir, ton expérience. Alors, John Zerzan, les anarcho-primitivistes, c'est quoi et qu'est-ce que c'est par rapport aux transhumanistes Transhumanistes, je pense pas que... Peut-être des gens ont fait la comparaison, mais c'est vrai quand tu dis... c'est probablement l'inverse des transhumanistes. Et c'est peut-être le seul petit problème que j'ai depuis toujours avec les anarcho-primitivistes, parce que par ailleurs, je me sens très proche de ce qu'ils font. Donc il y a John Zerzan, il y a une figure très connue qui s'appelait Unabomber. Il avait un nom polonais un peu difficile à prononcer, je n'ai pas travaillé là pour le retrouver. Mais Unabomber, voilà, c'était quelqu'un qui s'était réfugié comme ça dans une cabane en forêt et qui fabriquait des bombes artisanales qu'il envoyait un petit peu aux quatre coins, chez des PDG, chez des... Alors, voilà. Attends, juste pour refaire un peu le portrait... C'est-à-dire les anarcho-primitivistes, leur credo, pour quelqu'un comme Unabomber, c'était la révolution industrielle qui était la cause de tous nos maux. Mais de fil en aiguille, les anarcho-primitivistes, et notamment le plus brillant d'entre eux, Zerzan, ont approfondi le truc, et eux, ils vont jusqu'à dire que, en réalité, on a parlé dans la première vidéo des Cro-Magnons. Donc les Cro-Magnons, en fait, sont déjà, si j'ose dire, transhumanistes. Alors que selon les anarcho-primitivistes, ils ont creusé la question, et pour eux, la décadence commence carrément avec le néolithique. Donc, dans une certaine mesure, carrément avec les Cro-Magnons. Et ça s'appuie sur un livre d'anthropologie très important de Marshall Chalin, qui s'appelait Âge de pierre, âge d'abondance, et qui démontrait, contrairement à des préjugés, que la vie sous le paléolithique était très équilibrée, très heureuse, Donc, pour les anarcho-primitivistes, même le néolithique, avec l'invention de l'agriculture, de la chasse, etc., c'est déjà la décadence, et il faut revenir aux conditions du paléolithique pour... Et ça, c'est ma limite avec eux, parce que je pense qu'il n'y a pas de retour. Ça veut dire que les anarcho-primitivistes durcissent un schéma de pensée qui existe, qui a été inventé par Jean-Jacques Rousseau, qu'on a caricaturé avec le mythe du bon primitif. Mais ce que dit Rousseau, au fond, c'est de laïciser. On a parlé du péché originel. Il dit, effectivement, quand on a basculé dans la technologie trop sophistiquée, quand on a basculé dans la propriété, tout ça, ça va ensemble. Dans l'accaparement, justement, l'homme est tombé, effectivement, c'est vraiment la chute originelle de la Bible. Donc les anarcho-primitivistes ne sortent pas de ce schéma qu'a commandé à toute la philosophie, en particulier la philosophie de l'histoire allemande. La philosophie de l'histoire allemande, à partir des trouvailles de Rousseau, il y a eu une décadence à cause de la vie culturelle, la culture qui se sépare de la nature, c'est-à-dire la technologie qui se sépare de la nature, c'est-à-dire l'être humain à partir du Cro-Magnon, et notamment du néolithique. Et un jour, donc tu vois, même les transhumanistes, c'est ça. Un jour, la technologie arrivera à un tel niveau de perfection, la culture arrivera à un tel niveau de perfection, que ça redeviendra comme la nature. Tu vois ? C'est ça le grand schéma qu'a commandé à Hegel, à Marx, à même les anarchistes, c'était un peu ça. Et donc, aussi bien les transhumanistes que les anarcho-primitivistes, paradoxalement, même si dans des directions évidemment totalement opposées, restent dans ce schéma-là. Pour les anarcho-primitivistes, il faudrait qu'on arrive à arrêter comme ça justement cette espèce de prolifération cancéreuse de la technologie, et pas seulement la révolution culturelle comme avait commencé à le thématiser Unabomber. Et moi je ne crois pas à ça, parce que c'était déjà justement le schéma rousseauiste, c'était revenir à l'état de nature, etc. Moi je pense qu'il n'y a que des lieux multiples. Par exemple, si je me sens proche, attention, je ne suis pas en train de dire du mal des... John Zerzan est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, qui pense extrêmement juste, et ce que je respecte profondément chez lui, en plus de l'admiration que j'ai de son travail, c'est qu'il vit selon ce qu'il dit. Tu vois, il s'est retiré, il fait des gardes d'enfants le soir pour gagner sa vie, il a vraiment quitté le système.
C'est pas comme ces marxistes-léninistes universitaires, millionnaires, qui habitent les beaux quartiers à la Badiou, à la Zizek, ou les gauchistes façon Loremont ou Rancière qui finit par expliquer tous ses livres sur le prolétariat et les ouvriers, 4 pages dans Paris Match, quoi, sans mourir de honte. Zernan, les anarcho-primitivistes, c'est vraiment des gens qui joignent. Debord disait la même chose, Debord le grand situationniste, il stipendiait ces gens qui passent leur temps à parler de révolution et de changer la vie de fond en comble, mais qui suivent quand même la filière des études qui leur sont accessibles pour occuper les postes les plus juteux qu'ils puissent obtenir. Zernan, au moins, il vit selon ce qu'il dit, et ça, c'est extrêmement précieux. Mais je pense que précisément la réponse, c'est pas du tout on va tous revenir aux conditions du paléolithique, ça j'y crois pas du tout. J'y crois pas plus qu'au transhumanisme. C'est pour ça que je compare, tu vois, les deux chaînes de pensée. C'est-à-dire, contrairement à certaines apparences, ils obéissent à un chaîne de pensée qui a été inventé par Rousseau, qui est quelqu'un que j'admire énormément. Et Rousseau, pareil, il vivait un petit peu selon ses préceptes. Contrairement à tous les autres intellectuels français de son époque, il était phobique, allergique à Paris, il aimait beaucoup la nature, il aimait beaucoup se balader dans la campagne, il était spécialiste des plantes, des insectes, etc. C'était vraiment un passionné de savoir concret. Mais voilà, ma limite avec les anarcho-primitivistes, c'est qu'au fond, la réponse, c'est ce qu'ils font vraiment. Il y en a un autre dont on pourrait parler, de grand anarcho-primitiviste, même s'il ne sait jamais officiellement. Il a toujours dit « je suis anarchiste », il a toujours dit « je suis écologiste », et c'est le plus grand mathématicien du XXe siècle. C'est Grothendieck, que beaucoup considèrent comme le Mozart ou comme le Rimbaud des maths. C'est vraiment... Et lui, il s'est retiré pareil dans une cabane en forêt les 30 dernières années de sa vie. Par intégrité, il a refusé la médaille Fields, qui est le prix Nobel des mathématiciens. Et surtout, il a compris que ces géniales trouvailles mathématiques, forcément, seraient recyclées par le système, tu vois. Sans lui, il n'y aurait pas Internet, par exemple. Faudrait enquêter qu'est-ce que Grothendieck ça a donné en termes d'armement. Et donc, un jour, voilà, Grothendieck a été horrifié par la récupération qu'on ferait de ces trouvailles. Tout ça pour dire que tous ces gens vraiment admirables, les anarcho-primitivistes, plutôt que de se fier à « ah, on va arrêter la prolifération technologique », c'est ici et maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement pour fuir cette espèce de totalitarisme technologique et en ce moment numérique qui est en train de se mettre en place, surtout en Occident. Donc moi, dans une des vidéos, j'ai dit que je fais courir, j'essaye de créer une diaspora comme ça de 50 médecins, intellectuels, mais ouvriers, boulangers, peu importe. 50, 100, 200 Français, mais c'est bien qu'il y ait comme ça des médecins ou des scientifiques de premier plan aussi, et d'aller se réfugier, de faire une diaspora à Madagascar. Et là, Madagascar, c'est effectivement le pays anarcho-primitiviste par excellence, puisque c'est un pays extrêmement pauvre. 85% des gens n'ont pas l'électricité, donc c'est lampe à huile. Alors ça, c'est un autre anarcho-primitiviste qui s'appelait Hervé, pas le même que le tien, je ne sais plus son nom de famille. J'ai lu un de ses livres qui s'appelait Internet ou la lampe à huile. Et ça, alors de ce point de vue-là, je suis anarcho-primitiviste. Je veux dire, tant qu'on reste là avec nos smartphones, etc., on peut faire les malins, on peut faire les kékés, mais il y a un moment où il va vraiment falloir choisir, je pense. Voilà. Donc, ce que je disais sur anarcho-primitiviste, non, il n'y aura pas de retour global au paléolithique, ça c'est complètement illusoire. Il n'y a jamais de retour de rien du tout dans l'histoire par définition, et même dans la préhistoire, et même dans l'histoire du cosmos et de l'univers connu depuis 14 milliards d'années. Tout est toujours en perpétuel changement et évolution. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est localement, effectivement, créer des communautés qui échappent au totalitarisme comme ça technologique et en particulier numérique qui est en train de se mettre en place. C'est un des trucs que j'ai dit, c'est que pour nous occidentaux, le piège se referme sur nous de nos confortables conditions de vie, etc. Parce que là, on est fliqué, fiché, QR codé. On est vraiment dans, oui, le camp de concentration numérique total du forum de Davos. Et ceux qui échapperont à ça, par une espèce de paradoxe dialectique politiquement passionnant, c'est plutôt les gens pauvres, les gens modestes, les gens qui effectivement reviennent à des conditions très frustes de vie. Mais alors, est-ce qu'on est dans Fight Club? Parce qu'il y a un lien entre... Non, on en a parlé hors caméra. Je pense que Fight Club, c'est des gens qui restent aliénés à ce qu'ils prétendent combattre. La preuve, ils se tabassent eux-mêmes. Puis moi, quand j'ai écrit là-dessus, c'était dans un livre qui s'appelait Society.
j'ai plus insisté, pour moi c'est surtout une histoire de schizophrénie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prétend lutter contre le système, mais comme tu disais hors caméra, ils quittent pas la ville, ils changent pas leurs conditions de vie, ils reviennent pas des conditions plus saines, ils restent complètement dans cette urbanité dégueulasse, ils restent amoureux de ceux qui prétendent, ils restent victimes au fond. Donc ils se foutent sur la gueule dans les caves. Ils se foutent dans la gueule dans les caves, ils pissent dans les plats de cuisine quand ils sont cuistots, ils font du savon à partir de gras. Voilà. C'est-à-dire ils remplacent la dégueulasserie par une autre dégueulasserie. Mais voilà. Ils font quand même sauter les tours des banques à la fin, avec tous les serveurs, des dettes, etc. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, bien sûr. Mais parce qu'on en parlait hors caméra, et justement par rapport au bouquin de John Zerzan, qui fait la liaison finalement, sans vraiment le dire, entre Human Bomber, qui était un mec... Una Bomber. Tu dis tout le temps Human Bomber, c'est Una Bomber. Ok, excuse-moi, mais qui était quand même un universitaire. Et qui était bien sûr, brillant. Très bon mathématicien justement, comme Grothendieck. Et lui qui a eu ce côté un peu Fight Club et qui avait fait le Freedom Club. Ouais. Où il a essayé de lancer un mouvement où il faisait du mal aux gens, enfin, il estropiait, tuait les gens, etc. Ils ont mis 14 ans quand même le FBI. Oui, c'est la traque la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Ouais. Donc là on est un peu sur du Walter White, ultra intelligent. Oui, mais Una Bomber c'était encore les années 70, c'est-à-dire avec les moyens numériques d'aujourd'hui, Una Bomber aujourd'hui c'est injouable. Tu vois, aujourd'hui on est dans plutôt Minority Report, c'est-à-dire quelqu'un comme Una Bomber, il se fait mettre en prison avant même d'avoir commencé à fabriquer ses bombes, tu vois. Mais alors, ça nous amène aussi sur un autre film, c'est Into the Wild. Que j'ai pas vu. Vous avez peut-être déjà vu les amis, où c'est le même profil donc du gars brillant, mais là qui va pas être professeur d'université, qui va s'arrêter au diplôme et qui va rejeter en fait le projet de société que sa famille, ses études lui apportent. Avec du crédit, etc. Il se casse, il commence à prendre la route, il plante sa bagnole, il finit à pied, il brûle son pognon, sa carte bleue, et puis il commence à être un néo-hippie, etc. Et puis il va commencer à se chercher, il va finir en Alaska, il va faire des petits boulots, voilà, et il va finir en Alaska, il fait du stop, et en Alaska il va squatter dans un vieux bus, à la recherche de lui-même, en fait, de la paix intérieure, et il va mourir, c'est une histoire vraie, où le gars va mourir, mais heureux. Et il va trouver le sens de la vie et de l'épanouissement, l'émerveillement, enfin bref. Donc après c'est très spirituel, etc. Mais ça met bien le pendant par rapport à Fight Club et toute la violence de Fight Club sur eux-mêmes, sur leurs camarades et puis sur le système. Où là en fait c'est le lâcher prise. Donc ça serait intéressant qu'on revienne en fait là-dessus. Parce qu'il y a aussi des messages dans les blockbusters américains qui ont fait cette pop culture. Il n'y a peut-être pas tout acheté non plus. Merci Mehdi. Merci à vous. Merci de nous donner toutes ces pistes. Merci aux Gilets jaunes d'exister et aux constituants en particulier. Ah c'est gentil. Arrête la flatterie. Force et honneur les amis, on lâche rien. Ah ouh.